Chapitre 16. Scène de ménage. 21-23 novembre 2013. Il était déjà 8 heures du soir quand ils quittèrent la maison d'Ulysse Plunkett, mais Harry et Well-Beloved décidèrent de ne pas remettre à plus tard leurs investigations. Ils se rendirent donc chez Marvin et Janet. Cette dernière les examina avec suspicion en les découvrant sur son paillasson. « Que voulez-vous ? Vous parlez à vous et à votre mari. Cela ne peut pas attendre demain ? Marvin est très abattu. Je suis désolée, mais nous avons besoin de vous voir tout de suite. » Un pas traînant se fit entendre, et Marvin, les yeux rouges, de larges cernes, la bouche serrée, déboucha dans le vestibule. « N'en avons-nous pas fait assez ? Demanda-t-il d'une voix chevrotante. « Nous avons besoin de fouiller votre maison, expliqua Harry. Harry crut que Marvin allait se mettre à pleurer, mais l'homme parvint à se contenir. Son épouse alla vers lui et le reconduisit au salon avec sollicitude. Les deux aurores se mirent au travail. 1 heure plus tard, ils convinrent entre eux qu'ils n'avaient rien trouvé d'intéressant. Ils emportaient cependant des fioles trouvées dans la salle de bain. Alors qu'ils repartaient, Well-Beloved fit remarquer qu'ils n'avaient pas fouillé la maison de Doraline, la mère de Marvin. « Elle n'a pas l'air d'avoir d'intérêt dans ce meurtre, » raisonna-t-il. « Mais son fils a pu cacher quelque chose chez elle. » Harry se rendit à ses arguments, et ils se présentèrent chez la belle-sœur d'Ulysse. Celle-ci ne parut pas comprendre la pertinence de leur requête, mais accepta qu'ils entrent chez elle malgré l'heure tardive, et les laissa faire à leur guise. Quand ils eurent terminé, ils avaient mis de côté quelques flacons de sa pharmacie, elle les apostropha. « Ulysse m'a dit que vous aviez arrêté Edmund. Vous ne songez pas sérieusement qu'elle se soit attaquée à son frère, j'espère. » « Nous avons la certitude que le somnifère a été donné à votre défunt neveu dans les 2 heures qui ont précédé son départ en balai. Il faut bien que quelqu'un l'ait fait. »« Mais pas Edmund. »« Qui alors ?» questionna Well-Beloved. « Je ne sais pas. Une erreur lors de la préparation du repas, par exemple. »« Catena ?» accepta Harry. « C'est une piste, effectivement. La question est de savoir qui l'a ensuite tué, parce que 2 erreurs en 3 jours, ça fait beaucoup. » Les épaules de la femme s'abaissèrent, et son visage prit une expression désespérée. « Moi qui pensais que la fin de la guerre mettrait fin au deuil et à la suspicion, » remarqua-t-elle. « Nous faisons de notre mieux, » lui assura Harry, « mais les passions et la cupidité ne peuvent jamais être totalement éradiquées. » Les enfants étaient couchés quand Harry rentra enfin chez lui. « Tu as dîné ?» s'inquiéta Ginny. « Pas encore, » reconnut-il, « et pas eu le temps de déjeuner ce midi. »« Viens vite à la cuisine alors. J'ai mangé avec les petits, mais je vais te tenir compagnie. Tu avances dans ton enquête ? » ?»« Oui, mais pas assez vite à mon goût. Je suis certain que j'ai 2 meurtres, et non des accidents ou des suicides, et j'ai une personne en détention. Par contre, je doute d'avoir vraiment mis la main sur le coupable. »« Je suppose que tu avais des éléments pour l'arrêter ? » ?»« J'ai un mobile, mais cela ne suffit pas pour en faire un meurtrier. Je déteste ces histoires de famille. Ou bien tu tombes sur un panier de crabes qui te dégoûte d'avoir de la parenté, ou bien tout le monde s'aime et personne ne peut avoir fait le coup, sauf qu'on a un cadavre par jour. »« Tu vas finir par trouver, » lui assura Ginny d'une voix apaisante. « Tiens, tu veux de la tourte au rognon ? » ?»« Merci, oui. Et toi, ta journée ? » ?»« J'ai passé 2 heures au ministère cet après-midi pour obtenir une consigne de presse pour le musée. Tu étais déjà parti quand je suis passée pour te faire un petit coucou. Ce soir, c'est Albus qui a voulu lire l'histoire de Lily. Elle a affirmé qu'il lisait mieux que moi. Eddie James, sans Harry qui savait que son aîné ne laissait pas une occasion de taquiner son cadet quand celui-ci avait exceptionnellement la vedette. Quand il a ouvert la bouche, je lui ai rappelé que les petits garçons qui disent des méchancetés n'ont pas de bisous le soir, mais que ceux qui disent des gentillesses ont double câlin. Il a dit que j'étais très belle. Il n'a pas tort. D'accord, toi aussi tu auras un double câlin, consentit Ginny. Au moins un élément positif dans ma journée, se réjouit Harry. Ce n'est que le lendemain matin que les aurores mirent au propre les résultats de leur visite des soirs précédents. Ils n'avaient rien trouvé d'intéressant chez Marvin et Janet, pas plus que chez Doraline. L'aurore qui avait été envoyée chez Ulysse la veille au soir pour le protéger avait été relevée, et son rapport indiquait que rien de spécial ne s'était passé pendant la nuit. Par ailleurs, il n'avait aucun élément supplémentaire incriminant Edmund. « On n'a plus qu'à le relâcher, » soupira Harry. « Belinsky a rempli sa part de marché.
À nous de remplir la nôtre. Le Bell Moon risque de tomber sur un os avec la petite Nell, jugea Well-Beloved. Maintenant qu'elle a compris que son époux a été aidé à chuter, elle sera moins encline à se consoler dans les bras du principal suspect. Sauf si elle est complice, objecta Harry sans y croire, encore impressionné par la scène de la veille. Si c'était le cas, elle ne serait pas très maligne. Pourquoi avoir rendu le flacon à Edmund? Elle n'avait qu'à le laisser dans sa pharmacie pour asseoir l'hypothèse d'une surdose accidentelle. Aurait-elle voulu l'inculper? S'interrogea le commandant des Aurores. Quel intérêt? Récupérer tout l'héritage pour elle, raisonna Harry. Sauf la part de Marvin. Soit il est le prochain sur la liste, soit il ne lui fait pas d'ombre. Ok, mettons qu'il lui revende sa part et elle se retrouve à la tête de la compagnie des transports. Enfin, une fois que l'oncle ne sera plus là. Ça commence à faire beaucoup de monde à éliminer avant de parvenir à ses fins, reconnut Harry. Well-Beloved feuilleta pensivement les pièces du dossier et finit par dire « Le plus simple, c'est que l'un des 3 héritiers élimine les 2 autres. » Harry évalua les combinaisons possibles et remarqua. Dans cette optique, on peut estimer que Marvin a éliminé Edmund en le dénonçant, non? C'est vrai que c'est déjà lui qui nous a mis sur sa piste en parlant de son amourette avec la veuve. Comme on n'allait pas assez vite, il nous aurait déniché la lettre pour qu'on arrête son cousin. On peut supposer qu'il a préalablement trouvé une occasion de se rendre chez Edmund, puisque la cheminée est ouverte pour lui, et d'y déposer le flacon et le torchon. Ensuite, il se rend chez Gérold et fait semblant de trouver la lettre. Il a bien pris la peine de préciser que sa femme lui a conseillé de nous l'apporter, pour faire croire que les conséquences le répugnaient. Ils méditèrent tous les 2 sur cette hypothèse. Mais comment aurait-il administré le somnifère à son cousin? Ils se replongèrent dans la description du déjeuner qui avait précédé la mortelle randonnée. Il a pu s'arranger pour le verser dans l'apéritif ou le café, proposa Harry. Notre reconstitution peut ne pas être complètement exacte. L'assassin avait intérêt à dissimuler ce qui pouvait l'inculper, et les autres étaient persuadés qu'on enquêtait sur un accident. C'est vrai, ami Well-Beloved. Par contre, tout le monde s'accorde pour dire que Marvin n'est pas intéressé par la direction de la société. Cela fait longtemps qu'il aurait pu y travailler s'il l'avait voulu. Il a peut-être d'autres griefs contre ses cousins, avança Harry. Comment savoir, avec les histoires de famille? Il n'y a pas 36 types de mobiles, rappela Well-Beloved. Pour le sexe, c'est Edmund et Nell qui ont la motivation la plus évidente. Pour le pouvoir, Marvin ne semble pas intéressé, mais Edmund pourrait l'être. Il ne supporte pas l'idée qu'une fois son oncle disparu, ils doivent partager l'entreprise avec 2 qui ne s'en occupent pas pour le moment. Gérold avait peut-être indiqué qu'il prendrait des décisions qu'Edmund n'approuve pas, comme revendre ses parts à un étranger à la famille. Du coup, il faut qu'il décède avant l'oncle pour ne pas avoir l'occasion de le faire. Pour l'argent, par contre, Marvin est de nouveau dans la course, compléta Harry. Il peut avoir un gros besoin et veut vendre toute l'entreprise dès qu'elle entrera en sa possession. Sauf qu'on a déjà enquêté sur les 2 cousins sans trouver aucune trace de dette de jeu ou d'autres vices qui les auraient endettés ou qui demanderaient des fonds conséquents, rappela Well-Beloved. Mais on peut relancer l'enquête de ce côté. Cela ne fait que 4 jours, après tout. Oui, je vais demander à Pritchard de nous mettre quelqu'un là-dessus, décida Harry. Bon, et les autres? Quel mobile pourrait-il avoir? L'oncle et la tante sont hors de cause, raisonna Well-Beloved. Ils ont même plutôt intérêt à garder près d'eux leur famille pour s'occuper de leurs vieux jours. Quant à la mère de Marvin, elle n'a pas non plus trop d'intérêt dans l'affaire. Il nous reste Jeannette, la femme de Marvin. Elle bénéficie indirectement de la fortune de son mari, estima Harry. Elle pourrait l'avoir poussé à agir, c'est vrai. Ils peuvent être complices. L'heure tourne, rappela Well-Beloved. Si on libère Edmund, c'est maintenant. Si Edmund est le coupable, on ne risque pas grand-chose à le libérer, tenta de se rassurer Harry. Il a eu ce qu'il voulait. La femme de sa vie est libre et le témoin éliminé. En espérant que personne ne voudra venger le mort, nuança Well-Beloved. Ça s'est déjà vu. Tiens, regarde qui vient. Saint John Bielinski venait d'entrer au QG et les cherchait des yeux. Sans doute venait-il signifier la fin du délai de retenue de son client. Harry prit un parchemin et griffonna un ordre de remise en liberté. « Bonjour, dit l'avocat. Où en est-on ? Une bonne nouvelle pour votre client, lui répondit Harry en lui donnant le document. Mais l'enquête n'est pas terminée. Vous êtes certain que c'est un homicide ? La famille vous le confirmera. La seule fiole de potion de sommeil que nous avons trouvée était chez Edmund Plunkett. Il est peu probable que l'elfe soit allé la mettre là-bas après en avoir ingéré assez pour ne jamais se réveiller. Est-on sûr qu'il est mort là où on l'a retrouvé ? Nous n'avons pas découvert de traces prouvant le contraire, à moins que l'on considère le torchon trouvé chez votre client comme une preuve qu'il est décédé chez lui.
Ou que quelqu'un l'ait trouvé mort et ait voulu faire porter le chapeau à mon client. En tout état de cause, ce n'est pas l'elfe qui s'est versé lui-même le somnifère. Nous n'avons pas retrouvé trace de ses doigts sur le seul flacon que nous avons récupéré. Ce n'est pas forcément la même personne qui a tué Gérold et l'elfe. Nous espérons que la suite de l'enquête nous éclairera sur ce point, répondit Harry pour faire comprendre qu'il ne révélerait rien d'autre. Bilinski le saisit parfaitement. Il les salua et alla faire délivrer son client. Juste après le déjeuner, ils se rendirent une fois de plus chez les Plunkett. Le regard qu'ils reçurent de la part d'Ulysse quand il vint leur ouvrir n'était pas le moins du monde engageant. Il resta planté devant la porte, Primrose Dagworth, qui assurait la garde à ce moment-là, derrière lui. « Qu'est-ce que vous nous voulez encore » les apostropha le maître de maison. « Nous avons de nouvelles questions à poser, » répondit tranquillement Harry. « Ne pouvons-nous pas avoir un peu de paix ? Pas tant que nous ne serons pas certains que notre victime n'est pas à craindre. Nous vous avons dit hier soir tout ce que nous savons. Vous ne trouverez pas vos réponses ici. »« Nous aimerions parler de votre société, » lui indiqua Harry. Comme le vieil homme ne semblait pas décidé à leur céder le passage, Harry insista. « Edmund reste notre principal suspect. Ne voulez-vous pas l'aider à se disculper ?» Cela décida Ulysse. « Je ne vois pas ce que je peux vous apprendre de plus, mais si vous y tenez, que voulez-vous savoir ? » Les implications financières de la mort de votre neveu. Venez dans mon bureau. Je préfère que le reste de ma famille ne vous voie que si c'est indispensable. Edmund est très secoué par son arrestation, et Nell... Elle n'a pas prononcé un mot depuis votre départ hier soir. Si vous pouviez les épargner, je vous en serais très reconnaissant. Harry ne dit rien, car il ne pouvait pas le garantir. Son hôte n'attendit d'ailleurs pas sa réponse et les entraîna dans une pièce du rez-de-chaussée qu'ils avaient vue la veille lors de leur perquisition. C'était un large espace très clair, dont les baies vitrées donnaient sur le jardin. « Voulez-vous boire quelque chose ?» demanda Ulysse, sans doute davantage par habitude que par désir de leur être agréable. « Je vous déconseille vivement de consommer quoi que ce soit qui ne soit pas préparé ou ouvert par vous-même, » répondit Harry. « Je ne peux pas passer mon temps à soupçonner tous les miens, » rétorqua Ulysse. « Vous pouvez vous faire livrer des plats préparés, suggéra Walbelow. Comme vous n'avez plus votre elfe, cela vous simplifiera la vie. » Ulysse parut méditer ce conseil et demanda. « Pour Catena, allez-vous nous le rendre ?»« Demain, je pense, » le renseigna Harry. « Vous pourrez ainsi lui donner une sépulture décente, » ne put-il s'empêcher d'ajouter. Ulysse mit un hochement de tête et fixa ensuite les aurores comme pour leur demander d'en venir aux faits. « À combien s'estime le montant de vos biens et qui en bénéficiera à votre décès ?» questionna Harry sans détour. Ulysse donna les informations demandées. Harry vérifia que Walbelow notait bien tout ce qui était indiqué et qu'il pourrait ainsi faire des comparaisons avec les conclusions de ceux que Pritchard avait chargé d'enquêter sur les biens de la famille. Harry avait peu de disposition pour comprendre les affaires financières et avait depuis longtemps confié à Bill la gestion de sa fortune. Son beau-frère lui faisait des comptes rendus réguliers, qu'il confiait à Ginny qui les déchiffrait et les rangeait soigneusement. C'était elle qui faisait les comptes de la maison, s'occupait des émoluments de leurs employés et donnait aux elfes les galions nécessaires à l'achat des denrées alimentaires. Il en savait tout de même assez pour comprendre que les Plunkett étaient très fortunés, et que cela pouvait susciter de la convoitise, allant jusqu'au meurtre. Il laissa le chef de famille terminer son énumération et demanda « Si j'ai bien compris, votre neveu sont héritiers à parts égales. » « Exactement. Aviez-vous prévu le prédécès de l'un d'eux ? Je veux dire, Nell et Janet sont-elles nommées dans votre testament ? » « Non, pas encore, mais j'ai l'intention de le modifier pour que Nell récupère la part de son mari. » « Nous avons vu qu'elle ne travaillait pas, » remarqua Walbelow. « Effectivement, elle a arrêté juste après son mariage pour reprendre ses études en enchantement appliqué, » précisa Ulysse. « Je veux qu'elle continue, et je lui apporterai mon aide financière jusqu'à ce qu'elle ait terminé et trouve un travail correct. Je ne veux pas qu'elle soit exclue de la famille juste parce qu'elle a eu le malheur de devenir veuve aussitôt. » « S'intéresse-t-elle à la bonne marche de votre société ?» s'enquit Harry. « C'est une femme très intelligente qui s'intéresse à beaucoup de choses. En outre, elle a travaillé plusieurs mois comme secrétaire, puis comme comptable adjointe chez nous. Mais si c'est pour savoir si elle aurait pu tuer Gérold pour hériter directement de moi, c'est stupide. Comme je vous l'ai dit, mon testament ne lui permet pas, pour le moment, de prétendre récupérer mes biens. Elle ne pouvait pas être certaine que je modifierais mes dernières volontés en sa faveur. D'ailleurs, tant que je suis encore là, l'entreprise continue à m'appartenir. » Il était effectivement beaucoup plus sûr d'attendre la mort de l'oncle avant de se débarrasser du neveu. Sauf si, justement, elle avait eu peur que le mobile évident mène les aurores à la suspecter.
Pour le moment, vos seuls héritiers sont Marvin et Edmund, reprit Harry. C'est exact, mais il l'était auparavant, rappela Ulysse. Que va-t-il se passer maintenant demanda alors Harry. Ulysse resta un moment silencieux avant de répondre. Je me sens très vieux depuis ce qui est arrivé. J'envisage sérieusement de tout vendre et de partager l'argent entre mes héritiers en ne gardant que de quoi vivre confortablement avec mon épouse. Au moins, on n'en parlerait plus. En avez-vous parlé avec Edmund ou les autres membres de votre famille s'enquit vivement Well-Beloved. Non, pas encore, mais je pense que je le ferai à la première occasion. Harry et son partenaire échangèrent un regard. Ce fut le commandant des Aurores qui prononça la mise en garde. Si le motif était l'entreprise, vous risquez de contrecarrer les plans de l'assassin, et de le pousser à agir contre vous avant que vous ne mettiez votre intention à exécution. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer dans un monde où j'ai indirectement causé la mort de mon neveu et où je dois me méfier de ma propre famille, soupira Ulysse. Ne pouvez-vous pas prendre vos dispositions et n'en parler qu'après proposa Well-Beloved. Non, je n'ai jamais agi dans le dos des gens. Nous vous déconseillons fortement ce genre de déclaration, insista Harry. Je prends note de vos conseils, répartit calmement Ulysse d'un ton qui montrait qu'il n'en tiendrait cependant pas compte. Il y eut un silence, durant lequel Harry se demanda quelle serait la solution la plus efficace pour protéger le vieil homme de sa famille. Je vais officiellement suspendre la surveillance dont vous bénéficiez depuis hier, décida-t-il finalement. À la place, un aurore patrouillera dans la maison, dissimulé par un enchantement. Ainsi, si une personne de votre entourage cherche à s'en prendre à vous, nous pourrons la confondre. Pourquoi tous ces mystères se plaignait Ulysse. Parce que si vous décidez de provoquer le meurtrier, autant en profiter et lui laisser croire qu'il a le champ libre, expliqua Harry. Je vais vous servir d'appât, en quelque sorte. L'acceptez-vous? Combien de temps durera cette mascarade? Je ne sais pas. Nous en reparlerons dans 3 jours, par exemple. Pouvons-nous compter sur vous pour n'en parler à personne? Pas même à votre épouse, et surtout pas à vos neveux et nièces. C'est d'accord. Si rien n'arrive, accepterez-vous l'idée que ce peut être le fait de quelqu'un d'extérieur à la famille ou un accident? Si rien ne se passe, nous serons obligés de fermer le dossier, reconnut Harry. Bon, vous avez ma parole pour la période convenue. Bien, faites-vous livrer vos repas et ne buvez que de l'eau du robinet. Si l'un ou l'autre de vos neveux et nièces arrive avec un plat préparé chez eux, veillez à ce que personne n'en prenne. Harry laissa Well-Beloved retourner directement au ministère où il le rejoignit après avoir fait un détour par le square Grimoire. Ils expliquèrent la situation à Pritchard et ils mirent au point les gardes et la manière dont les aurores se succéderaient discrètement. Un seul aurore à la fois serait présent dans la maison pour une durée de 6 heures. Il utiliserait la cape d'invisibilité de Harry et des sortilèges de silence pour rester discret. En cas de besoin, en prenant soin de ne pas être entendu, il pourrait utiliser son miroir pour appeler du renfort. Enfin, les relèves se feraient par porte loin liés pour que la garde descendante choisisse le lieu le plus propice à l'échange. Alicia Spinnet et son partenaire Ian Plumpton, ainsi que le binôme d'Emelza Robbins et Ed Strugler, furent appelés dans le bureau du commandant pour être briefés sur l'enquête. Il leur expliqua ce qu'il attendait d'eux et leur donna les horaires de relève. Harry retourna ensuite au relais de poste avec Ed Strugler, dissimulé sous la cape d'invisibilité prêtée pour l'occasion. La présentation du vêtement avait suscité l'émerveillement des 4 aurores qui n'en avaient jamais vu. Devant Ulysse, son épouse et Nell, le commandant des aurores annonça à la cantonade qu'il mettait fin à la surveillance et partit ostensiblement avec Primrose. Strulger, invisible, resta sur place. Le lendemain était un samedi, mais Harry arriva tôt au QG pour être présent quand la garde de nuit reviendrait pour faire son rapport. C'est d'Emelza qui avait assuré Scarla. Elle avait été relevée à 7 heures du matin. « J'ai failli t'appeler », lui confia-t-elle en avalant un bol de soupe pour ne pas aller dormir le ventre creux. La femme, Nell, elle est descendue en chemise de nuit vers 2 heures du matin et a commencé à tout déplacer dans le salon. Je me suis dit qu'elle cherchait quelque chose ou qu'elle allait enchanter l'endroit, mais je me suis rendu compte qu'elle lançait des sorts ménagers. Elle a nettoyé la pièce entre 2 et 4 heures du matin. Ensuite, elle s'est attaquée à la cuisine. Tu penses que je l'ai bien surveillée, au cas où elle empoisonne de la nourriture ou une assiette, mais je n'ai rien vu. Pourtant, j'étais tellement près d'elle que j'ai cru plusieurs fois qu'elle allait me rentrer dedans. Remarque, je ne sais même pas si elle s'en serait aperçue. Elle était comme dans un état second. Elle a même fait l'argenterie à la main, tu te rends compte? Somnambule? Interrogea Harry.
Non, elle était bien réveillée, affirma Demelza, et terriblement en forme. Rien que d'y penser, j'en suis épuisée, termina la jeune femme en bâillant. Quand il a été l'heure de faire venir Plumpton, elle était retournée dans sa chambre depuis 1 heure. Je n'ai pas osé entrer, mais je n'ai rien entendu en écoutant à travers la porte, donc elle avait dû se coucher. Va vite te reposer, lui conseilla Harry. Il hésita, puis décida de se rendre à la séance d'entraînement des aurores qu'il animait toujours le samedi. On saurait bien l'y joindre si on avait besoin de lui. Vers 11 heures, son miroir sonna, et Ian Plumpton lui dit d'un ton haché « Viens avec une équipe, on a du nouveau ici !» Harry hurla à Welbeloved qui était un peu plus loin de foncer au relais de poste. Ensuite, il fit s'avancer Chad et Yodel et Eleanor Branston, avec qui il faisait des exercices à ce moment-là, et il les escorta par transplanage juste devant la maison des Plunkett. Edmund les attendait à la porte. Sans mots, il leur fit signe de se rendre dans le salon. Bethany reposait, les yeux clos, sur le canapé. Un homme, que Harry reconnut être un médicomage qui collaborait parfois avec eux, s'affairait près d'elle. Ulysse, le teint terreux, regardait la scène du fauteuil où il paraissait s'être effondré. Nell, accroupie près de lui, le tenait par la main. Marvin et Janet étaient plantés dans un coin du salon et regardaient la scène, hébétés. Ian Plumpton, qui avait ôté la cape d'invisibilité, surveillait tous les occupants de la pièce avec attention. « Mais que se passe-t-il » questionna Harry. « On ne sait pas » répondit Edmund d'une voix tremblante. « Tante Bethany s'est subitement effondrée. Votre collègue est apparu brusquement et a appelé du secours. » Plumpton compléta. « À première vue, pas d'empoisonnement ni magie noire. Il est possible que ce soit juste la tension de ces derniers jours. Elle n'est plus toute jeune. Les analyses nous en diront plus, ajouta-t-il en montrant un flacon empli de liquide rouge. Qu'a-t-elle pris depuis ce matin demanda Harry. Du thé qu'elle a fait elle-même et un œuf coq. Ensuite, l'un des plats que nous avons fait livrer pour le déjeuner. On refouille tout, décida Harry, en commençant par toutes les personnes présentes et cette pièce. Yodel et Eleanor se mirent au travail. Il ne leur fallut pas 10 minutes pour trouver une fiole dans un panier à ouvrage de dame. « À qui appartient-il » demanda Harry. « À moi, » répondit Nell d'un ton calme, « et je n'ai jamais vu cette bouteille. » Eleanor, qui venait de humer le produit, annonça « Que de l'eau !» C'était le nom sorcier de la digitale, fleur dont on extrayait un médicament pour le cœur, dont la surdose pouvait être mortelle et pouvait provoquer des malaises ressemblant à celui que venait d'avoir mademoiselle Plunkett. Sans perdre la veuve des yeux, Harry sortit son miroir et mit au courant Plumpton qui était parti à Sainte-Mangouste avec l'échantillon de sang de l'accidenté. « Pour le moment, ils n'ont rien trouvé. Je vais leur dire de chercher de ce côté-là. » Harry décela une certaine agitation parmi ses suspects. Marvin échangea un regard avec son épouse et, d'une voix hésitante, il expliqua « Tante Bethany venait de prendre le panier pour y chercher quelque chose. Elle a regardé dedans, puis elle est retournée à sa place sur le canapé et s'est affaissée. » Cela se tenait. Trouvant un indice qui désignait sa nièce par alliance comme la meurtrière, elle avait fait un malaise. Eleanor, qui continuait à examiner sa prise, fit un signe négatif en direction de son chef. Elle n'avait trouvé aucune empreinte sur le flacon. « Je pense que Mrs. Plunkett a besoin de se reposer, » indiqua le médicomage. « Quand nous en aurons terminé avec le salon, nous vérifierons la chambre de madame et vous pourrez l'y transporter. L'Aurore Branston la surveillera. Mrs. Plunkett, continua-t-il en direction de Nell, je vous prie de me suivre au ministère. » Edmund ouvrit la bouche puis changea d'avis et la referma. Il fixa la veuve de son frère avec intensité, mais ne bougea pas. Marvin et son épouse paraissaient trop sonnés pour réagir. Quant à Ulysse, il avait depuis longtemps approché son fauteuil du canapé où reposait sa femme, et lui tenait la main sans quitter du regard son visage, indifférent à ceux qui s'agitaient autour de lui. Nell pinça les lèvres et se leva sans protester. Elle s'avança pour rejoindre Harry et Welbeloved qui la pilotèrent dans le jardin pour pouvoir transplaner avec elle. Yodel devait rester sur place pour surveiller la famille et tester tout ce qu'ils ingéraient. Harry lui promit de lui envoyer du renfort. Il le fit par miroir dès son arrivée au QG. Harry installa sa prisonnière sous bonne garde dans une salle d'interrogatoire et tira Demelza de son lit en lui demandant de venir immédiatement. Il appela ensuite Alicia Spinett qui devait relever Plumpton à 13 heures et l'envoya chez les Plunkett, muni de la cape d'invisibilité qu'il avait récupérée. « La surveillance continue plus que jamais », expliqua-t-il. Plumpton arriva de Sainte-Mangouste et Harry lui demanda de faire son rapport. Ulysse et Bethany se sont levés à 8h30. Ils sont descendus ensemble à la cuisine, se sont fait du thé que j'ai discrètement vérifié, puis se sont cuits des œufs. Nell est venue un peu plus tard prendre une tasse de thé sans rien d'autre, avant de remonter directement dans sa chambre.
Bethany est montée faire sa toilette. Vers 10 heures, Edmund est arrivé, puis Marvin. Avec Ulysse, ils sont restés dans la cuisine. Mr. Plunkett a évoqué une éventuelle cession de la société de transport. Après avoir accusé le coup, Edmund a certifié qu'il ferait son possible pour que les comptes soient en ordre. L'un d'eux a-t-il tenté de dissuader son oncle de vendre, s'enquit Harry. Non, ils se sont regardés d'un air étonné, puis ils lui ont dit de faire ce qui était le mieux pour lui. Bien ensuite, Jeannette est arrivée par cheminée et les a rejoints dans la cuisine. Edmund a proposé qu'ils passent au salon, ce qu'ils ont fait. Bethany, puis Nell, qui avait entre-temps été faire sa toilette, sont tour à tour venus les rejoindre. « Comment Edmund, Marvin et Jeannette sont-ils entrés dans la maison » demanda Well-Beloved. « Par la cheminée du hall. Le conduit est commun de celui du poêle et on entend nettement les arrivées de la cuisine. »« Nell n'aurait pas pu faire un tour dans le salon pendant que tu étais dans la cuisine » vérifia Harry. « Non, car la cuisine est en partie sous l'escalier et personne n'aurait pu monter ou descendre sans que je l'entende. Visiblement, tout est fait pour que l'elfe sache où sont ses maîtres. » Chacun des neveux aînés s'est arrivé séparément par la cheminée, même Marvin et Jeannette, se fait préciser Harry. C'est ça, mais ils ont pu faire un crochet par le salon qui était vide quand j'y repense. Ils ont tous mis un petit moment à arriver dans la cuisine, délai que j'ai attribué autant qu'il faut pour s'épouster à la sortie du réseau de cheminettes. Demelza le rejoignit à ce moment-là, les cheveux en broussailles. Well-Beloved résuma pour elle ce qui s'était déroulé pendant les dernières heures. La fiole n'était pas là il y a 2 jours quand on a tout fouillé, rappela Harry. Il est possible qu'on l'y ait mise dans le dos de ceux que j'ai laissés sur place. Il aurait fallu un homme par pièce pour tout surveiller. Ce panier dont vous parlez, il est recouvert de velours bleu marine sur lequel est brodé un magicobus ? Demanda Demelza. Oui, répondirent de concert les 3 autres. Cette nuit, Nell l'a vidé, elle a trié ce qu'il contenait et a tout remis dedans. Par précaution, je l'ai fouillé après qu'elle soit remontée et je peux mettre ma baguette au feu qu'il n'y avait pas de fiole dedans. Et dans la matinée, quand tout le monde était dans la cuisine, elle n'a pas pu la déposer ? Non, affirma Plumpton. Je l'ai entendue descendre l'escalier, et elle est entrée dans la cuisine juste après, pareil quand elle est remontée. Et si elle avait fait léviter la fiole à partir de l'étage ? L'escalier fait un coude, rappela l'Aurore. Elle aurait été obligée de descendre au moins jusqu'au palier et y stationner le temps de sa manœuvre. Cela ne m'aurait pas échappé. A priori, le flacon a donc été placé dans le panier entre l'arrivée d'Edmund, qui est le premier à être entré dans la maison après la dernière fouille, et le moment où Bethany l'a découvert, conclut Harry. Plumpton, je suppose qu'une fois que toute la famille a été rassemblée au salon, tu ne pouvais pas les regarder tous en même temps. Mais te rappelles-tu si l'un d'eux s'est approché de ce fichu panier ? Ils sont tous passés près du guéridon, vu que c'est à côté de la porte, répondit l'Aurore d'une voix dégoûtée. Je vois. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Demanda le commandant des Aurores. Comme ils secouèrent tous négativement la tête, il décida. Bien, je pense que nous pouvons interroger la dame. Nell avait demandé à être assistée d'un avocat. St. John Bielinski était arrivé pendant la discussion entre les Aurores et on lui avait permis de s'entretenir avec sa cliente. Après les premières questions d'usage, ils écoutèrent tous la jeune femme réaffirmer qu'elle ne comprenait pas comment cette fiole s'était trouvée dans son sac à ouvrage. « Quand l'avez-vous ouvert pour la dernière fois ?» demanda Harry. « Cette nuit. Je n'arrivais pas à dormir, j'étais dans un état de nerfs impossible. Alors j'ai tenté de m'épuiser en faisant le ménage. J'ai, entre autres, classé mes écheveaux de laine qui étaient tout emmêlés. Je suis certaine que cette fiole ne s'y trouvait pas. Êtes-vous sorti de la maison ce matin ? Non. Comme nous nous faisons livrer toute notre nourriture, nous n'avons même pas besoin de faire de courses. Il nous reste aussi des œufs que nous avons jugés sûrs. Demelza et Ian Plumpton hochèrent la tête pour confirmer ces dires. Harry continua les questions sur les projets d'avenir de la jeune femme, ainsi que ses relations avec Edmund. Mais il n'en apprit pas plus qu'il n'en savait déjà. Elle confirma qu'elle avait l'intention de terminer ses études avec l'aide pécuniaire de l'oncle de son mari, parce que c'est ce que Gérold aurait voulu, et qu'elle ne voyait en Edmund qu'un beau-frère qu'elle appréciait. « Vous restez persuadé qu'il n'a pas de sentiment plus tendre envers vous ?» insista Harry. Nell soupira. « Je vois bien que vous en êtes persuadé et que vous êtes même allé l'arrêter à cause de ça. Mais s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que, même si c'est vrai, il n'aura jamais fait de mal à son frère. Pour le reste, je ne veux pas y penser maintenant. Je ne peux penser qu'à Gérold. » Ses joues se baignèrent de larmes, et il fut évident qu'elle n'était pas en état de continuer à parler. « Avez-vous des questions à poser ?» demanda Harry à Bielinski. Cela faisait maintenant plus de 6 ans que les avocats étaient amenés à assister aux interrogatoires. Au fil des mois,
Les deux corporations avaient été amenées à apprendre à travailler ensemble, et une procédure avait été mise en place de manière informelle. Les avocats laissaient les aurores mener l'interrogatoire, se contentant de prendre des notes. Le rôle commençait quand les aurores avaient terminé. Ils posaient alors des questions pour éclaircir un point, ou permettre à l'accusé de faire ressortir un élément le disculpant. S'ils estimaient que les aveux avaient été extorqués par pression morale, ils demandaient à leurs clients de confirmer leur dire, amenant parfois ceux-ci à se rétracter, ce qui était obligatoirement indiqué dans le procès-verbal de la séance, co-signé par les aurores, le prévenu et l'avocat. Certains aurores ressortaient parfois furieux de ces séances, estimant que l'intervention de l'avocat leur mettait des bâtons dans les roues. Mais dans l'ensemble, Harry et Pritchard avaient dû reconnaître que des éléments auxquels les enquêteurs n'avaient pas pensé apparaissaient parfois grâce aux avocats, relançant l'enquête, les guidant vers une résolution satisfaisante. Bilinski fit savoir qu'il n'avait rien à ajouter, et Harry conclut à l'intention de Nell. « Vous allez rester ici, au moins tant que nous n'avons pas procédé à toutes nos vérifications. Nous devons contrôler votre maison. » « Je n'y suis pas retournée depuis ce qui est arrivé à Gérold, » rappela-t-elle. « Cela ne change rien. »« Et ensuite » s'enquit Bilinski. « Nous verrons. »« Cela veut dire qu'on pense que c'est moi qui ai tué mon mari » demanda Nell à son avocat d'un ton incertain. « Cela veut dire que nous avons encore des recherches à faire sur vous » temporisa Harry. « Cela ne devrait pas prendre trop de temps. » Il serait quand même stupide de la part de Nell de cacher quoi que ce soit dans son propre sac à ouvrage, alors qu'elle sait que nous passons notre temps à fouiller la maison, remarqua Well-Beloved une fois que les aurores se retrouvèrent entrées au QG après avoir fait ramener Nell dans une cellule et pris congé de son avocat. Il est donc plus probable qu'on ait voulu faire retomber les soupçons sur elle. Ce sac à ouvrage a peut-être été choisi tout simplement parce que son emplacement favorisait les desseins du meurtrier, remarqua Ian Plumpton. Il voulait l'avoir sous la main au moment propice pour l'administrer à sa victime. Après un silence méditatif, Well-Beloved remarqua « Je me demande si on s'est suffisamment penché sur Janet Plunkett. »« Quoi ?» s'étonna Harry. « Elle est la seule à ne pas être profondément attachée à Gérold ou Edmund. Et si Marvin n'est pas dans le coup, ça ne colle pas trop avec son caractère de remarquer une amourette que personne n'avait notée. Ce sont généralement les femmes qui remarquent ce genre de choses. Et c'est auprès d'elle que Marvin a demandé conseil avant de nous apporter la lettre, se souvint Harry. D'ailleurs, il va falloir vérifier si la troisième empreinte se trouvant dessus est la sienne. Mais ce n'est pas réellement une preuve, tempéra-t-il. L'attirance d'Edmund pour sa belle-sœur est réelle, et, si elle l'a repéré, il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas pu le garder pour elle. Et n'importe qui aurait compris que la lettre devait nous être montrée. Ce n'est même pas elle qui l'a découverte. Vous croyez qu'elle s'arrange pour que son mari soit obligé de reprendre l'affaire de son oncle ? Demanda Demelza. Harry ne lui répondit pas. Il suivait des yeux celui qui venait d'entrer dans le QG et qui se dirigeait vers eux, la mine résolue. « C'est moi qui ai mis le flacon de poison dans le sac de Nell, » déclara Edmund Plunkett. « Je viens me constituer prisonnier. »